voici un petit peu les différents sujets qu'on va aborder pendant cette présentation, qui correspondent en fait aux grandes étapes par lesquelles on est passé lors de la réalisation du projet. Donc premièrement, transcription grâce à Whisper, les premiers usages des LLM, des fonctions plus avancées où on va notamment introduire la bibliothèque LangChain, qui est très utile pour réaliser des applications un petit peu complexes et robustes à base de LLM. Avant d'enfin parler plus spécifiquement de notre algorithme de résumé qui était une épine dans notre pied, on va dire, avant de finir avec d'autres aspects plus annexes qui ont été marquants pendant le projet. Donc, premièrement, la transcription. Mettez-vous à notre place. Il y a 7 semaines, une équipe d'étudiants motivés, mais qui n'avait jamais touché à l'IA avant ce projet, ou très peu, et un ensemble de plein de vidéos éducatives, juste pas taguées, pas avec des titres aléatoires, pas de transcript, rien du tout. Quelle était la première étape? Ça a été la transcription. Donc, transformer les vidéos et l'audio des cours en texte pour pouvoir ensuite les utiliser avec les LLM comme ChatGPT. Donc pour ça, nous sommes arrêtés sur le modèle Whisper d'OpenAI, qui est un modèle open source, mais qui est aussi disponible en impact. qui est aussi disponible en version cloud. Donc premièrement, pour nos premiers tests, on a juste envoyé des vidéos à Whisper, c'est revenu transcrit, tout fonctionnait très bien, c'était rapide, il n'y avait pas de problème. Puis on a fait ça pour 2-3 vidéos, et on s'est rendu compte très très vite que ça bouffait beaucoup de crédit. C'est assez cher de faire de la transcription, surtout de vidéos très très longues. On avait des vidéos de 2 heures, 3 heures pour les cours de Centrale Supélec, et ça revenait vite cher pour le budget relativement restreint qui était alloué à notre projet. En tout cas, le budget relativement restreint en termes de crédit OpenAI. L'avantage, c'est qu'avec Whisper, c'est que, comme je l'ai mentionné, le modèle est open source. Donc on peut le télécharger en local et le faire tourner en fait sur notre propre matériel informatique. Ce qui est gratuit, bien sûr, au-delà du coût de l'électricité et de l'infrastructure. Voilà, donc on a fait tourner ça sur des 1080 Ti qui sont disponibles sur le réseau de l'école. C'est plus lent qu'avec l'API, mais l'avantage c'est que c'est gratuit. Je crois que c'est marqué sur la slide, j'arrive pas à la lire. Voilà, 1 heure de vidéo, à peu près 30 minutes à transcrire. Et donc là, je vais raconter ça comme une histoire. Donc comment ça a commencé et à quel point ça aboutit. Donc au début, on a commencé par une vidéo sur YouTube d'à peu près 5 minutes. On a pris la vidéo, on a utilisé l'algorithme de transcription et après sur notre propre Jupyter Notebook pour ceux qui codent ici. Donc c'est juste un truc en local, pas besoin de faire avec une interface et tout. Donc, on a essayé de générer les features suivantes. Je peux cliquer. Voilà, bon, ça a fonctionné, c'était le départ. En utilisant l'API de OpenAI, la vidéo était courte, le texte n'était pas très long de la vidéo. Donc, en faisant un seul prompt, génère-moi le titre, la description, tag, topic et résumé, ça fonctionnait plutôt très bien. Donc on était motivés, on se disait que voilà, le projet va être très facile, c'est fonctionnel, c'est bon, tout le monde est content. Voilà. Après, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Donc on a pris une vidéo de 1 heure, donc là ça fait plus 5 minutes, donc ça fait un long texte. Voilà, on copie-colle tout le transcript, on essaie avec OpenAI, on essaie le même algorithme. Ah oui, c'est rouge. Ce qui veut dire que oui, ça peut fonctionner. Et le plus gros problème, donc, ou bien je dirais, le plus grand pas qu'on a dû franchir au début, c'était de résoudre ce problème qui est du prompt limité. On ne peut pas mettre à l'entrée de tout LLM, celui de OpenAI en l'occurrence, un prompt illimité. On est très limité par rapport au prompt. Donc, je vais passer. Voilà, donc là, c'est le type d'erreur qu'on a eu, c'est que voilà, donc on a 4097 tokens maximum, c'est la taille limite. Je peux cliquer. Et par rapport donc, à un cours de 3 heures, on est sur 34 000 ordres de grandeur de tokens. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on peut rentrer en une seule fois à l'API d'OpenAI. Donc là, il y a la question, voilà, donc solution, effectivement. Donc un mot plutôt cool, Split, Transform, Combine. Donc Split, Transform, Combine, avant de passer,
je crois que déjà, avant de proposer notre solution, j'estime que intuitivement parlant, si j'allais poser la question là à tout le monde, comment faire pour résoudre un tel problème si on a beaucoup à faire entrer en une seule fois, c'est de décomposer et faire entrer petit à petit. Donc ça, c'est la partie split. Mais après, comment faire pour garder toute l'information derrière? Comment faire, je reformule, pour ne pas perdre beaucoup d'informations, parce que si tu splits et tu fais ça de manière quelconque, tu n'as juste pas quelque chose de pertinent. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que là, il y a le document, on découpe en des blocs qui vont être fit dans l'entrée de LLM, et à chaque bloc, donc on essaye de faire notre prompt. Je vais partir simple sur le titre. Génère-moi un titre pour cette partie d'un cours, etc. Et après, il y a toute la partie prompt engineering derrière, mais on reste simple sur ce cas d'usage pour juste comprendre l'idée du split, transform, combine. Une fois on a tous les titres de toutes les parties, il y a la partie combine, et qui va se faire aussi par un LLM. C'est pour ça qu'il y a un cerveau qui est dessiné là-bas, pour dire que voici les titres de toutes les parties. Est-ce que tu peux me donner le titre correspondant à tout ça? Donc ça, c'est la manière intuitive, c'est la manière simple, et c'est pour pallier au problème. Après, oui. Voilà, donc là, c'est différent, voilà, exactement. Donc ça, c'est pour expliquer généralement c'est quoi l'algorithme qui est utilisé pour pallier ce problème de l'encore de prompt. Voilà. Donc cette technique split transform combine, elle est assez, on comprend intuitivement comment ça marche et elle est pas très compliquée à mettre en œuvre, on va dire, pour des fonctionnalités simples comme le titre. Comme l'a dit Mohamed, effectivement, l'idée du prompt, c'est juste le prompt pour la partie transform, c'est donne-moi un titre pour cette partie, et après le prompt pour la partie combine, c'est voici le titre de 15 parties du texte, quel serait un bon titre pour un document complet. Le problème avec ça, c'est que coder ça manuellement, de manière totalement verbeuse, juste avec la bibliothèque d'OpenAI qui permet d'accéder à leur API, c'est faisable quand la fonctionnalité est simple et qu'on n'a qu'un seul prompt dans la partie transform, mais par exemple, pour les QCM, où les fonctions sont plus complexes, seulement la partie transform prend déjà 3 étapes. Puisque d'abord, on lui demande, voici un extrait du texte, génère-moi quelques questions et réponses à ce texte. Ensuite, on passe cette sortie du texte une deuxième fois dans les LLM, on lui dit, oui, forme-moi de ça au format JSON, pour que ce soit plus facilement interprétable après par un ordinateur. Et ensuite, on lui demande, ok, voici plein de questions, voici le texte à partir duquel ont été créées les questions, trouve-moi les phrases qui répondent aux questions pour pouvoir ensuite guider l'élève sur le transcript. Donc on voit que la pipeline en fait, de génération de QCM est beaucoup plus complexe que juste donne-moi un titre. Et donc ça, non, reste sur la slide. Et donc ça, à coder manuellement, c'était, si je peux me permettre, un vrai bordel. Sans même parler de gérer les rate limits de l'API, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire trop de requêtes à la seconde à l'API OpenAI, sinon juste elle nous bloque. Et comment aussi on commençait à avoir beaucoup de prompts différents, comment les gérer, être sûr qu'on ne les mélange pas, passer les bons paramètres, etc. Ça devenait vraiment galère de tout coder à la main, et c'est là qu'on est tombé sur LangChain. Donc LangChain, c'est en fait un framework Python qui permet de créer des applications à base de LLM. Et elle a plusieurs avantages, et pour moi l'avantage principal c'est qu'elle donne déjà une structure au code. Donc elle aborde en fait un paradigme de programmation orientée objet qui permet en fait de définir ce qu'ils appellent des chaînes, d'où le nom de la bibliothèque LangChain. Une chaîne étant en fait juste une suite d'appels au LLM où la sortie de la première étape et l'entrée de la deuxième étape, etc. Donc exactement ce qu'on utilise pour le QCM. Ça permet aussi de paralléliser le traitement, de gérer tous les problèmes de rate limit, les problèmes d'authentification à l'API, etc. Donc c'est en fait finalement une bibliothèque qui en soi n'aide pas vraiment à concevoir une application, mais c'est utile pour faire une grosse application entre guillemets. Pour faire une petite démo, on n'a pas besoin de LangChain. Pour faire une application un petit peu complexe avec beaucoup de fonctionnalités qui doit tourner de manière performante, etc., LangChain est très pratique. Le résumé. Alors, le résumé, c'est une fonctionnalité, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au moment du pitch, on a dit qu'à côté de la vidéo, on avait une description.
on n'a pas parlé de résumé, on a parlé de description. On mentionnera après la différence entre, comment nous on fait la différence entre un résumé et une description. Mais du coup, ce que je vais présenter là n'a pas été mis dans la version qu'on a présentée ce matin, parce que finalement, c'était pas suffisamment abouti. Et j'aimerais bien expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est intéressant. Il y a deux algorithmes de résumé principaux qui existent et qui sont standards, qui sont Refine et MapReduce. Le problème avec les fonctionnalités de résumé, c'est que on se heurte vraiment la tête la première dans les problèmes de longueur de limite de contexte. Forcément, un résumé, le but, l'essence même d'un résumé, c'est de prendre un texte long et d'en faire quelque chose de condensé à la fin. Sauf que du coup, on va tout de suite vouloir faire passer des textes peut-être très très longs dans un LLM, et tellement longs qu'ils dépassent la limite des 4096 tokens. Donc on rentre vraiment en plein dans cette limite. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux techniques différentes pour les algorithmes de résumé. La première étant le MapReduce, qui en fait ressemble de très très près à cette technique Split Transform Combine qu'on a expliqué juste avant. Et ensuite il y a la méthode de Refine, qui fonctionne un petit peu différemment. Si je fais le LLM en mode théâtre, ce serait ça. Bonjour, voici un texte, fais-moi un résumé. Ok, il donne un résumé d'un bout de texte. Bonjour, tu as créé un résumé sur un bout de texte, voici le résumé que tu as créé. Voici un autre bout de texte, la suite du texte. Est-ce qu'avec ce nouveau bout de texte, tu peux ajouter des éléments au résumé que tu as déjà construit et renvoie-moi ce nouveau résumé. Et donc comme ça, on raffine en fait notre résumé avec tous les différents éléments de contexte. Nous, pour notre algorithme de résumé, on a voulu un petit peu combiner ces deux approches. Voilà. Avec cette monstruosité qui est complètement incompréhensible. Donc l'algorithme de MapReduce, il a les avantages suivants, c'est qu'il est facilement parallélisable puisque toutes les parties sont traitées de manière indépendante, ce qui n'est pas le cas pour le Refine, puisque évidemment pour lui dire peux-tu rajouter du contexte, il faut qu'il y ait le résumé précédent. Et surtout le MapReduce peut être appliqué récursivement, c'est-à-dire qu'on prend toutes les parties, on les résume, on concatène les résumés, et si jamais c'est trop long, on peut réappliquer l'algorithme de MapReduce sur ce nouvel output. Et donc on peut facilement compresser des textes très très longs. Le problème étant que sur ces textes très très longs, on a tendance à perdre les détails les plus fins. Or, le problème dans les vidéos éducatives, c'est que c'est souvent les détails les plus fins qui sont les plus importants. Par exemple, si un professeur mentionne une formule mathématique dans un cours, il y a de grandes chances qu'avec un algorithme de MapReduce, elle soit complètement élisée parce qu'elle ne fait pas partie du thème global de l'extrait. Le Refine est beaucoup plus performant là-dessus, puisque le LLM devrait normalement être capable de se rendre compte que oui, cette formule est pertinente et donc il va la rajouter à son résumé et pas l'éliser comme le ferait un MapReduce. Donc c'est ce qu'on a voulu, on a voulu un peu combiner les deux dans cette summarisation hybride. Et l'idée, c'est qu'on a ces différents paramètres de chunk size, part count et group count que je pourrais développer, mais c'est pas très intéressant donc je vais pas le faire. Tout ça pour dire que l'algorithme fonctionne. Le problème étant qu'il faut manuellement bidouiller ces paramètres pour avoir un résumé qui est à la fois suffisamment court et sans perdre trop d'informations. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la version finale de notre projet. Donc on va passer maintenant à différents aspects dans le reste du projet qui nous ont semblé assez intéressants. Donc, pour ceux qui étaient là le matin, et même ceux qui n'étaient pas, je vais reproduire une feature qu'on a travaillé là-dessus. C'est lors par exemple d'un Zoom avec un professeur, normalement on a les slides qui défilent par le professeur. Il y a aussi une partie de l'écran où il y a le professeur en soi. Donc on prend ce cas de figure, on prend un autre cas de figure. Il y a des vidéos dans MOOC où il y a des gens qui sont plus sophistiqués, qui utilisent du green screen et qui sont juste à côté de leur slide, un peu comme les streamers. Donc juste pour dire que si on prend tous ces cas d'usage, il y a des slides et il y a des personnes dans les slides qui bougent rapidement, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu se détecter dans l'image la partie qui bouge rapidement, c'est-à-dire c'est celle du prof, et essayer de voir à chaque frame est-ce qu'il y a un changement brusque, mais sinon est-ce qu'il y a un changement global. Tout ça pour dire que le premier enjeu pour créer ce qu'on a montré le matin, un polycopier
de toutes les slides qui ont été présentées par le prof avec la partie du transcript. Le premier enjeu, c'était de extraire les slides et extraire les timestamps, c'est-à-dire début et fin de cette slide. Et donc, l'algorithme, c'était de détecter la partie qui bouge rapidement, et donc celle-là pour après l'ignorer et ne regarder que la partie, par exemple, qu'on a mise en bleu ici, qui n'est pas là où existe le prof, et que normalement, si elle change globalement, c'est qu'il y a une slide qui a changé. Donc juste pour expliquer de manière, pour vulgariser un peu comment on a fait pour détecter les slides. Après, une fois tu sais le moment où il y a eu ce changement, donc il suffit de connecter avec le transcript, parce qu'avec l'outil Whisper, on a aussi toutes les phrases avec début et fin de chaque phrase. Et donc, une fois tu as les intervalles de temps, il suffit de connecter les deux et générer le beau pour les copier qu'on a montré matin. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Donc, on a aussi parlé, notamment à Tips and Tricks, mais en général, de l'hallucination de ChatGPT. En effet, ChatGPT lorsqu'on lui demande une question, va parfois avoir tendance à halluciner, c'est-à-dire à créer des choses qui normalement n'existent pas. Et ça a été surtout un cas qui est arrivé lorsqu'on a créé lorsqu'on a mis la fonctionnalité d'explication des QCM. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait avoir, c'était que à chaque QCM, à chaque fois, ça indiquait le début du transcript où le prof supposément expliquait la réponse au QCM. Le problème, c'est que lorsque l'on a du coup ce transcript, il va falloir détecter la phrase. Donc on a tout d'abord demandé à ChatGPT, donne-nous la phrase que le professeur a dit qui expliquerait la réponse de cette question. Mais là, le problème, c'est qu'il nous a, par exemple, ici, dit, donc là, pourquoi le ciel est-il bleu? Et ChatGPT nous dit, à cause de la diffusion de Rayleigh. Mais en fait, le prof, ce qu'il a dit, c'est pas tellement ça. Il a dit, la couleur bleue du ciel est due à un phénomène physique nommé diffusion de Rayleigh. Et du coup, tout de suite, là, ça pose problème. Soit on devait passer par des algorithmes très durs qui devaient détecter les mots et détecter les ressemblances entre chaque phrase, et bon, c'est extrêmement long. Mais du coup, c'était assez compliqué. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de trouver une nouvelle solution. C'était au mieux de lui demander de nous redonner la phrase exacte, ce qui n'était pas possible à cause de l'hallucination. On lui demandait de nous donner le numéro de phrase. Et là, tout de suite, ChatGPT arrête d'halluciner parce que c'est sûrement un numéro à nous donner. Et du coup, il nous donne le numéro de phrase qui nous permet d'avoir exactement la phrase qu'il nous faut dans le transcript. Un autre, en dehors de Split, Transform, Combine qu'on vous a présenté, une autre manière dont on a essayé de générer les métadonnées, donc le titre, la description, entre autres, c'est From Topics. Donc From Topics, c'est la première chose qu'on demandait à ChatGPT après avoir split le transcript, c'était de générer pour chaque partie du cours des topics. Donc quels sont les points les plus importants, mais seulement en 2-3 mots, qui sont donnés dans le cours. Et à partir de ces topics, donc par exemple pour un cours de 3 heures, avec les différentes divisions, on arrivait à 50 topics. Ce qui est beaucoup trop, mais ce qui nous permet de demander à ChatGPT, à partir de ces topics, génère-moi un titre, et une description. Donc par rapport à Split, Transform, Combine, ça a l'avantage de demander beaucoup moins d'appels, car après avoir généré tous les topics, on a juste à lui dire quel topic tu préfères, généralement un titre, généralement une description, et comme ça on a toutes les métadonnées. Mais au lieu de compter sur la précision de ChatGPT avec un résumé de tous les titres qui ont déjà été générés, on compte sur sa créativité, ce qui peut des fois donner des titres qui ne sont inutiles. Par exemple, une vidéo dont le thème principal c'est l'astrophysique avait juste pour titre astrophysique, ce qui n'est pas très utile après pour savoir de quoi on parle pendant la vidéo. Mais ça pouvait quand même donner des textes plutôt cohérents au niveau de la description. Donc voilà, en conclusion, on va peut-être, j'aimerais bien parler un petit peu du coût que ça a eu et du temps de génération, parce que c'est un problème qui est assez récurrent et qui explique notamment pourquoi toutes nos fonctionnalités sont pré-générées et ne sont pas live, et pourquoi, si vous vous souvenez des présentations par exemple de Big Blue Button de ce matin, c'est aussi très intéressant ce que eux ils ont fait, c'est plutôt sur cet aspect-là qu'ils ont fonctionné. Donc pour tout générer sur 18 vidéos qui font ensemble 7 heures, qui est en gros l'ensemble de tests qu'on a utilisé, ça nous a coûté, j'ai plus les chiffres, mais $10 en coût d'appli, donc juste pour faire
des centaines d'appels à ChatGPT, c'était 10 $. Donc ça, c'est vraiment pas le souci. C'est pas le coût monétaire n'est pas le souci. Par contre, ça a pris presque 5 heures de traitement. Parce que l'API, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est limitée en... On ne peut pas envoyer un nombre infini d'appels à la seconde à l'API. Il faut attendre un certain temps entre chaque appel, il faut attendre que le modèle réponde et il faut attendre qu'on ait juste le droit d'envoyer un nouveau message à l'API. Ce qui fait que du coup, comme on a besoin de faire plusieurs centaines d'appels pour toutes nos fonctionnalités différentes à cause de la technique Split Transform Combine, ça prend très longtemps à générer. Donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment, moi en tout cas personnellement je trouve ça assez intéressant ce que présentait Blue Button ce matin, de le faire en live, puisque c'est un tout autre challenge que ce que nous on a fait. Juste pour rajouter, les 5 heures c'était seulement pour générer tout ce qui était autour de la vidéo et ça ne compte pas le temps de retranscription qui se demande en local avec Whisper. Qui prenait environ, donc si vous avez entendu aussi ce qu'avait dit Jean-Louis, environ 25 minutes pour 1 heure de vidéo, ce qui est énorme. Et c'est pour ça aussi que le point de vue de Jean-Louis est très intéressant. S'ils arrivent avec l'ADIA à effectivement trouver un moyen de descendre ça à 1 minute, ce serait vraiment une grosse avancée sur ce point-là, puisqu'on gagnerait énormément de temps sur le traitement de vidéo. Et donc finalement, on a eu différentes pistes d'amélioration ou de features qu'on pourrait rajouter en plus. Donc tout d'abord, un chapitrage automatique de la vidéo, ce qui peut ressembler un peu à la détection de changement de slide, mais ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'un cours peut se faire en plusieurs parties avec plusieurs slides par partie. Et il y a des cours qui n'ont pas de slide non plus, et du coup pouvoir reconnaître automatiquement différentes grandes parties quand on ne cherche pas une donnée précise dans la vidéo. On pourrait aussi par exemple faciliter la prise de notes avec des petits post-it qui permettraient d'expliquer facilement un point du cours. On voulait aussi rajouter un chatbot où, plutôt qu'avoir, comme vous verrez dans la démonstration juste après, ou comme vous l'avez vu ce matin, expliquez-moi les 10 dernières secondes, pouvoir poser directement une question ou copier-coller le transcript et avoir une explication en temps direct avec ChatGPT. Et enfin, un QCM extensible, parce qu'on a un nombre de questions pré-générées et qui sont déjà au niveau de la vidéo, mais on pourrait imaginer par exemple en rajouter plus d'un coup, et comme ça pouvoir étendre le QCM, en limitant le nombre de répétitions des questions et en avoir des différentes, et pouvoir valider au fur et à mesure ses connaissances, parce que 5 questions pour un cours de 3 heures, c'est clairement pas assez. Avant de dire merci, donc je reste sur cette slide, et ce qu'on vient de dire, c'est que tout ça, c'est des objectifs. Donc, avec plus de temps, avec plus d'investissement, ça c'est atteignable. Donc, je fais exprès là maintenant de parler d'autres choses qui peut-être là maintenant sur le champ vont paraître un peu magiques. Parce que de toute façon, il y a 1 an, j'imagine, ChatGPT, si je vous pitch l'idée, vous allez me dire que c'est magique. Mais là maintenant, c'est concret et c'est une réalité. Donc, d'autres idées qui me viennent et qui nous ont venu en tête, c'est pourquoi pas pour des cours où il n'y a pas des slides, et même s'il y a des slides, là il y a eu des workshops de Midjourney, on ne sait pas Midjourney ça va atteindre quel niveau, avec quelle performance, il y a aussi la partie toujours puissance de calcul derrière. Ce que je veux dire par ça, c'est que pourquoi ne pas aider le professeur à générer des schémas, générer des illustrations des idées qui sont en train d'être dites. Donc juste pour dire que ça c'est que le commencement, et je pense que avec de l'intelligence artificielle pour l'éducation, c'est un sujet qui vient juste de commencer et que le potentiel est juste énorme avec tout ce qui est génération d'images aussi, génération de vidéos, etc. Voilà, donc on peut passer au remerciement. Merci à vous. Je n'arrive pas à comprendre le fait de retranscrire une vidéo d'1 heure en 25 minutes. Ça me semble donc trop court au contraire. C'est que en fait le modèle il visionne pas la vidéo en vitesse une fois, il visionne la vidéo aussi vite qu'il peut calculer en fait. Oui, bonjour. Ce matin donc j'ai assisté à votre présentation et puis il y a un autre intervenant qui s'est exprimé d'une manière assez directe sur tout ce qu'on donne en fait à travers ChatGPT. Du coup, moi, je vois un peu un delta assez énorme entre votre posture, je ne critique pas, hein, et celle de l'autre intervenant.
quand je pense à des gens qui ont consacré des années à une carrière académique, qui ont publié, qui font des cours, waouh, se faire filmer, donner tout ça en fait à ces modèles, et puis bon, j'ai entendu Microsoft après aussi, donc en fait ça leur appartient plus au moment. Ça, vous avez cette question en tête ou... Alors, premièrement, effectivement la question est valide, parce qu'une fois que OpenAI ont les données de transcription du cours, en théorie ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. En pratique, ils en ont tellement que ça m'étonnerait qu'ils aillent regarder spécifiquement, mais c'est même pas la question. J'ai présenté LangChain plutôt dans la présentation. Un des autres avantages de LangChain qui était écrit sur la slide mais que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est parfaitement agnostique au LLM. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour notre démonstration, on a utilisé OpenAI et leur modèle parce que c'est, on va être clair, les plus performants et ceux qui donnent les réponses les plus impressionnantes, on va dire. Mais il y a tout un tas de modèles open source, donc de LLM open source et donc souverains qui peuvent être installés sur des serveurs en France ou même dans l'entreprise d'éducation chez FUD par exemple. Donc il y a tout un tas de LLM souverains qui n'envoient pas de données nulle part puisqu'ils sont en local. Et l'avantage d'utiliser LangChain, c'est que elle peut fonctionner, enfin, changer de modèle sous-jacent, changer le modèle qui répond aux questions, c'est aussi simple que changer de ligne de code. Donc effectivement, c'est une très très bonne question. Et à terme, quand le projet sera repris par Fun, ils nous ont assuré, et de toute façon c'est dans leur intérêt, de ne pas envoyer toutes les données à OpenAI. Nous on a utilisé OpenAI parce que c'était le plus simple et le plus impressionnant, mais effectivement il y a toute une problématique autour de comment faire ça avec des LLM souverains. Vous avez regardé du côté de Vosk pour la transcription? Non? Ok, bon bah c'est une piste. Merci. C'est notamment ce que tu disais chez Pod, les instances de vidéo aujourd'hui, il y a Gladia et Vosk. Et pas plus tard que mardi, j'étais en train de jouer avec Vosk pour faire la transcript. Et ça marche vachement bien, je trouve. Donc, voilà. Comment ça s'écrit votre... D'accord. VOSK, il me semble. Il y a des modèles français, anglais, une trentaine de langues, je crois. D'accord. Merci beaucoup pour cette partie. Moi j'ai une question par rapport à la contrainte technique que vous aviez eue au niveau des nombres de tokens. Du coup déjà c'est juste pour me resituer, est-ce que c'est le nombre de tokens c'est la limite de GPT-3, est-ce qu'elle a augmenté par rapport à GPT-4? Oui. Ok. Et du coup la question suivante c'était est-ce que si vous aviez eu au début du projet GPT-4 à disposition, vous auriez eu à faire toute cette stratégie? Et du coup, c'est par rapport à la réflexion du refine où vous parlez de perte de l'information fine. Est-ce que du coup, en fait, sa stratégie de refine est plus efficace que d'avoir un modèle qui accepte énormément de tokens? Donc en effet, GPT-4, une de ses majeures améliorations comparée à des GPT-3, permet justement d'avoir une... Je crois qu'il multiplie par 5, je crois, la limite de tokens. Environ 30 000 tokens, ce qui veut toujours dire que c'est pas illimité. Donc, comme on a pu voir, la vidéo de 3 heures, c'était 35 000, je crois. Donc, ça reste quand même trop. Donc, on aurait dû quand même partir dans le même algorithme de Split Transform Combine. Mais c'est vrai que plus le nombre de tokens est grand, plus la limite du nombre de tokens est grand, plus les algorithmes de résumé, etc. peuvent être performants. Et donc, aurait peut-être demander moins de peaufinage ou même juste l'abandon de l'idée de le mettre dans la version finale. Et dans tous les cas, c'est... Ouais, Donc, je vais rajouter quelque chose. Il y a aussi cet aspect compromis entre un large language model et un autre, qui est déjà le prix. Donc pour utiliser GPT-4, c'est beaucoup plus cher que GPT-3. Et aussi, j'imagine, si d'ici 6 mois, le open source, il y a quelque chose de très proche. De toute façon, tu as besoin de virtual machines pour faire fonctionner ça chez toi. Et même en faisant ça, le LLM qui va être aussi fort que GPT-4 va coûter beaucoup plus d'espace et donc d'argent aussi. Donc je repars toujours à l'aspect argent, qu'un LLM qui sera comme GPT-3. Donc juste pour dire que si il y a une entreprise qui a un budget, je ne sais pas combien, et que, ou bien elle veut investir sur quelques vidéos, donc c'est toujours des compromis. Est-ce que je paye plus pour augmenter mon prompt, ou est-ce que je fais des techniques qui sont donc, bien sûr, qui
Bon, de toute façon, à la limite, ils vont s'approcher de ce que veut faire GPT-4, mais juste pour dire que c'est vraiment la question à se poser. Et bien sûr, si GPT-4 est plus grand, donc oui. Oui, c'est ça, juste pour un petit peu m'étendre là-dessus aussi, GPT-4 du coup et d'autres modèles qui ont des limites de contexte très très grandes, ce que ça permet de faire en fait, c'est d'appliquer en fait un algorithme de résumé qui est beaucoup moins violent, tout simplement, et donc on court beaucoup moins le risque de perdre ces informations fines dont je parlais tout à l'heure. Comme disait Mohamed, effectivement, même avec un logiciel open source, si on a une taille de contexte plus grande, ça veut dire que le modèle est plus grand et que donc il est plus lourd et qu'il est plus cher à faire tourner, en fait, tout simplement, ne serait-ce qu'en termes de puissance de calcul. Donc effectivement, il y a toujours ce compromis entre est-ce qu'on prend le très très gros modèle qui marche très très bien mais qui coûte cher, que ce soit en coût d'API ou en coût de puissance de calcul, ou est-ce qu'on essaye de faire des méthodes Sioux qui fonctionnent peut-être un peu moins bien mais qui coûtent moins cher. Qu'est-ce que vous avez mentionné Fun, qu'est-ce que va devenir le projet précisément? Il faut leur demander. Je sais pas, il y a M. Thibault qui veut répondre. Je vais juste répondre à la question. Donc le projet, pour l'instant, c'est un prototype, avant tout. On veut l'intégrer sur la plateforme Fun. On travaille avec Fun actuellement pour ça. Ça va demander de trouver des financements. Parce que là, il y a encore un petit peu d'adaptation. Il faut intégrer, a priori, un Marcha. Et puis, donc, il y a une première phase pour trouver les financements. On intègre Marcha et probablement que par la suite, on publiera en open source. Donc ça serait intégrable dans d'autres environnements? Oui, dès qu'il est publié en open source. Oui. Oui, donc je reprends encore une question. En fait, c'est par rapport. Ce matin, la mission d'une des entreprises avait été dite, c'était de transformer l'audio en connaissance. Donc je trouvais que la formulation était très intéressante. Et en tant qu'enseignant-chercheur, on parle beaucoup de l'enseignement, mais la recherche aussi a besoin, à mon avis, de ce type d'outils. Et notamment, tout ce qui se passe comme webinaire, il y a énormément de connaissances qui est sur Internet, qui est très intéressante, énormément de choses. Et nous, les chercheurs, on ne peut pas les exploiter et ça demande trop de temps. Et donc, je me demandais, dans ces outils de retranscription, c'est comme ça que vous les appelez, est-ce qu'on peut reconnaître, par exemple, différents interlocuteurs, identifier les personnes, etc. Est-ce qu'on a ces technologies ou est-ce que c'est pas encore prêt? Alors, avec Whisper spécifiquement, je ne crois pas qu'on ait de... il n'y a pas de fonctionnalité native pour la détection d'interlocuteurs. Après, ça, c'est seulement les capacités de Whisper, donc le modèle exact qu'on a utilisé. Il me semble qu'il existe des modèles de retranscription qui sont capables de détecter les interlocuteurs. Même si ce n'est pas intégré au modèle de retranscription lui-même, c'est, à mon avis, là, j'imagine juste, en traitant l'audio, en regardant un petit peu les différentes inflexions de voix, ou même en traitant le transcript qui a été généré, c'est à mon avis faisable de détecter a posteriori les changements d'interlocuteurs par des méthodes de développement logiciel classique. Ou aussi par des LLM. Oui. Étudier le discours et savoir s'il y a un changement de plateforme. Il y a différentes approches. Merci pour votre présentation. Je voulais demander en fait pour la partie split. Je voulais demander par rapport à la partie split, transform et combine. Vous splittez les documents en fait comment? Par rapport à la retour à la ligne, par rapport à contexte ou... Alors effectivement c'est quelque chose qu'on a un petit peu sur lequel on a effectivement planché pendant, je vais pas dire très longtemps, mais on y a un petit peu réfléchi. La méthode naïve, c'est de juste faire des paquets qui font 4000 tokens de long. Ça c'est évidemment la méthode naïve. Le problème c'est qu'il y a de très forts risques que ça coupe au milieu d'une phrase, que ça coupe au milieu d'une partie, etc. Du coup on a développé effectivement une technique qui ne coupera jamais au milieu d'une phrase et essaiera de couper entre les parties et après refera un découpage si jamais c'est nécessaire. Donc disons que les parties, quand on split, elles font souvent moins de 4000 tokens, enfin moins de la limite vraiment maximale.
pour s'assurer qu'on ne split jamais au milieu d'une phrase, et surtout, et en plus, qu'on essaye d'éviter de splitter des parties du cours, quoi. Après, juste de manière plus intuitive, donc Whisper, ce qui génère, c'est aussi des phrases séparées. Et donc ce qu'on fait, c'est construction par bloc et non pas construction par mot. Et donc si le bloc, lorsqu'il rentre, il dépasse les 4000 noms, donc on l'enlève et on a de toute façon une phrase qui est terminée avant. Ok, de go des chunks. Oui. C'est de, ok. Et pour la partie de hallucination, vous avez pensé d'utiliser les vector store? Alors, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment regardé, puisqu'on utilisait en fait juste l'API, donc finalement les représentations vectorielles internes des modèles, c'est pas quelque chose auquel on a touché pendant ce projet, puisqu'on utilise juste, en fait, on faisait du text in, text out, on regardait pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur du modèle, donc on n'a pas trop eu à toucher et à s'intéresser aux bases de données vectorielles. Non, merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il me semble que votre outil, en fait, permet de générer des résumés textuels, il me semble. Justement, c'était un petit peu la distinction sur laquelle je touchais tout à l'heure, mais voilà. Parce que, bon, si c'était le cas, en fait, est-ce que vous envisagez justement après, à ce que vos résumés deviennent des petits résumés vidéo, en fait, un peu dynamiques, quoi. Voilà. Un peu type bande-annonce, mais un peu concentré. Alors effectivement, ça c'est tout à fait une perspective d'amélioration où on pourrait, comment dire, alors déjà je vais peut-être expliquer pourquoi il y a une distinction, pourquoi j'ai parlé du résumé et pourquoi on ne l'avait pas implémenté. Ce qu'on a présenté ce matin, qui était à côté de la vidéo, le bout de texte qui ressemblait à un résumé, c'est ce que nous on a appelé une description. Pourquoi on a appelé ça une description et non pas un résumé? C'est que cette description a été créée à partir de la technique From Topics que Antoine a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que plutôt que de partir du texte complet et d'après le compresser comme on ferait pour un résumé classique, on prend le texte, on prend tous ces topics, donc on a 50 topics, je ne sais pas si c'est un cours d'astrophysique, les différents topics ça pourrait être astrophysique, univers, étoiles, supernova, j'en sais rien. Et après on génère une description à partir de ces topics. Donc c'est plutôt bottom-up plutôt que top-down. Et donc, typiquement, encore une fois, si on reparle de ces détails fins, des formules mathématiques, les choses comme ça, et bien avec cette technique bottom-up, ils seront jamais présents en fait. Puisque c'est très improbable qu'une des formules mathématiques soit sélectionnée comme un des sujets, des topics de la vidéo. C'est pour ça qu'on n'avait pas envie d'appeler ça un résumé, vraiment. Et pour ça qu'on a plutôt appelé ça une description, parce que ça donne juste une idée du contenu de la vidéo. Faire un résumé qui justement est bien compressé et qui pour autant n'élimine pas tous ces détails fins qui peuvent être très intéressants, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'il y a eu la monstruosité que j'ai montrée tout à l'heure avec l'algorithme d'ingestion hybride. Oui, merci pour votre enthousiasme contagieux. Je vous prie d'excuser, mon attention a un petit peu décliné et j'ai peut-être eu une hallucination avec mon intelligence potentielle. Toujours est-il que dans vos objectifs, il m'a semblé voir que vous vouliez mettre en place une sorte d'agent conversationnel ou de forme de tutorat virtuel. J'aurais aimé que vous nous évoquiez ça. Et quitte à halluciner encore un peu plus, dans votre feuille de route, est-ce que vous avez prévu, puisque vous allez générer des quiz, de pouvoir tracer les résultats de ces évaluations? Donc, pour ce qui est du coup de l'agent conversationnel, donc le chatbot, donc les idées qu'on avait, ce sera en fait de donner du coup le contexte de la vidéo au chatbot pour que celui-ci sache de quoi, sur quoi va questionner en fait l'élève. Et un peu la vision idéale qu'on avait, ce serait juste que l'élève pourrait poser une question sur une des notions du cours et que le chatbot réponde automatiquement à la question. Donc, par exemple, si on a un cours de bio, l'élève pourra demander qu'est-ce que la mitochondrie, et le chatbot arriverait et donnerait la réponse sans que celui-ci ait besoin soit d'aller sur internet, soit de demander directement au professeur, ce qui peut à certaines heures être un peu contraignant. Et la deuxième question c'était sur... donc ça aussi, ce sont des possibilités d'amélioration ou même d'ajout en fait à notre site, auxquelles on y a pensé, mais bon, en ayant que cette semaine, c'était pas possible de tout faire. Et c'est certainement une très bonne piste de pouvoir justement avoir, lorsqu'un élève
répond à un questionnaire, que le professeur soit averti et ait accès à ces réponses, et donc puisse agir accordément aux réponses de l'élève. Voilà, pour un petit peu préciser ce que vient de dire Li Wei, notre objectif pendant ce projet de 5 semaines finalement en fait, de code vraiment, ça a été plutôt de juste montrer et explorer les capacités de l'IA spécifiquement dans l'éducation. Le suivi des résultats des QCM, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est indispensable pour toute plateforme digne de ce nom, mais c'est des problématiques de développement logiciel finalement très classiques. Donc on a juste choisi de ne pas les explorer dans le cadre de notre maquette, dans le cadre de notre prototype, mais c'est effectivement une fois qu'un tel outil basé sur l'IA sera intégré dans une plateforme complète, entre guillemets, c'est effectivement quelque chose qui est important. Alors, bon, pour répondre au monsieur, nous on a une plateforme qui est là, en fait on a une plateforme complète de formation, donc je suis dirigeante d'une société en formation professionnelle, et on a intégré tous nos contenus, nos 5000 vidéos qu'on a fermées dans, pour le coup, OpenAI, Azure, Microsoft France. Alors on est les premiers à l'avoir intégré. Et on a fait ce travail, donc la transcription, nous, ça nous prend 3 secondes. Hein. Pour une vidéo de 3-4 minutes, 1 heure, ça va nous prendre peut-être 10 secondes, un truc comme ça, je pense, hein, maximum, avec une traduction sur 12 langues, etc. Derrière, en effet, on a fait, parce que Mounir qui est là et qui a fait une intensif de 3 ans avec nous, et Chat OpenAI nous a beaucoup aidé dernièrement. Donc en fait, on a accumulé tout ce qui était OpenAI, tous les travaux de recherche de Mounir avec la recommandation, la prédiction et tout, donc ces modèles. Et en fait, on est arrivé à ce DeepIU Tutor où on va beaucoup plus loin. Nous, on génère la communication par rapport au profil. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas les mêmes mails aux gens selon leur métier, leur âge, comment ils bougent dans la plateforme, c'est-à-dire leur façon de naviguer. S'ils voient des vidéos de 3 minutes ou des vidéos d'1 heure, c'est pas les mêmes personnes. Donc on peut aller vraiment extrêmement loin. Et moi, sur le split, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez nettoyé d'abord la retranscription avant? Parce que finalement, on gagne beaucoup de mots et beaucoup de tokens en fait. Vous avez essayé? Alors nous, la retranscription, ça nous semblait important qu'elle corresponde exactement à ce que le professeur disait et ce qui avait été attendu pour qu'on puisse ensuite revenir dessus et l'avoir effectivement bien synchronisé avec la vidéo. Donc pour nous, c'était pas primordial de chercher à compresser, nettoyer, etc. le transcript. Et les métadonnées, QCM, etc. qui ont été générées avec la version brute de la transcription nous semblaient suffisantes. Donc c'est pas quelque chose qu'on a exploré, mais c'est effectivement peut-être quelque chose qui serait bon à faire dans une amélioration, notamment effectivement pour réduire le nombre d'appels nécessaires aux LLM. Pour ajouter à ça, c'est vrai que c'est une avancée assez intéressante, notamment puisque lorsqu'on ne traite pas seulement des cours vidéo qui sont déjà traités avant, mais plutôt des classes virtuelles, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être intéressant d'enlever tous les moments un peu de test ou bien juste de remarques qui n'ont pas trop de rapport avec le cours, qui sont parfois évoquées. Et ça peut aussi aider sur certaines générations, notamment les QCM. Parfois, on a reçu des questions où ils posaient, où le LLM posait une question, par exemple, sur les objectifs du cours ou bien combien y aurait-il d'examens dans le cours, ce qui est pas une question très intéressante pour les étudiants qui veulent réviser leur cours. Mais faire un traitement avant, ça peut aider à beaucoup de choses, je pense. Pour conclure déjà, si ça, on aurait dû le faire au début de la présentation, mais on va peut-être refaire une petite démo de notre site pour que ceux qui ne l'ont jamais vu puissent comprendre peut-être un petit peu plus clairement de ce dont on parle depuis le début. Avant de commencer, encore une fois, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre projet, le but du projet, c'était vraiment d'explorer tout ce qui est faisable grâce à l'IA, et le but du projet n'était pas de créer une plateforme de cours en ligne peaufiné avec des belles fonctionnalités de partout, etc. Donc là, c'est juste l'interface en fait est juste une maquette. Ce qui est intéressant et ce qu'on souhaite vous montrer, c'est en fait toutes les générations qu'on a pu avoir à partir des vidéos. Donc ça peut se présenter. Tiens, va sur une vidéo de ma maquette. Voilà. Donc notre maquette se présente comme ceci. Donc on a la vidéo au centre comme sur une plateforme classique. Ici, c'est un cours de recherche d'informations et traitement de données massives chez Centrale Supinic. À droite, on a donc cette description que j'évoquais tout à l'heure, qui, encore une fois, n'est pas un résumé, mais plutôt une description qui a été générée à partir des sujets de la vidéo.
Si on clique en dessous, on peut voir la retranscription de l'audio, qui est synchronisée donc avec la vidéo. Si on avance un petit peu, on voit que, tac, on descend, avec une fonctionnalité de recherche dans ce transcript. Donc par exemple, là l'idée c'était que si un étudiant revient sur la vidéo lors de ses révisions et qu'il cherche à se renseigner sur un point en particulier, il peut rechercher un mot-clé de ce point dans la barre de recherche et aller directement dans le moment de la vidéo qui l'intéresse, plutôt que d'avoir à chercher manuellement pendant 10 minutes à coup de scroll sur la barre. Donc en haut, si vous regardez en haut, on a le titre. Si on clique sur le titre, on a aussi donc les sujets. Donc ça, c'est les sujets spécifiquement qui ont été utilisés pour générer la description, ou en tout cas les 1, 2, 3, 4, 5 plus pertinents. Juste à côté, on a le transcript amélioré, le transcript annoté avec les slides. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est toujours dans cette optique de relire rapidement un cours en vidéo. Ça, c'est une idée qui nous était assez importante, parce que ça nous arrive souvent qu'on préfère lire un document en diagonale plutôt que de regarder une vidéo quand il faut se remémorer rapidement d'un point. La fonctionnalité peut-être la plus flashy, mais aussi celle qui a été le plus explorée, c'est la fonctionnalité de QCM. Si on clique sur ce bouton, on voit différentes questions de QCM qui ont été générées donc automatiquement par l'IA à partir du transcript. Si on répond par hasard, voilà. Là clairement on voit qu'il faut encore qu'on révise, on n'a eu que 2 sur 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur le bouton Why à côté d'une des réponses, on peut voir déjà la réponse correcte et surtout l'endroit dans la vidéo qui contient la réponse à la question. Donc là on voit que c'est à 15 minutes 44 par exemple. On peut même cliquer et ça nous amène directement dessus. Alors ensuite, le dernier bouton en bas à gauche, Please explain the last 10 seconds. T'as pas de co? Bon, alors là on n'a pas internet, donc ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne peut pas se connecter à l'API d'OpenAI. Mais l'idée de ce bouton, c'est que si on clique dessus, le programme va aller extraire les 10 dernières secondes du transcript, les envoyer à ChatGPT en mode avec un prompt qui ressemble à quelque chose comme oui, est-ce que tu peux reformuler ça pour me l'expliquer parce que je n'ai pas compris, voilà. Tout en donnant du contexte, comme par exemple le titre de la vidéo et ses sujets. Et il génère une réexplication un petit peu plus verbeuse, un petit peu plus détaillée des 10 dernières secondes. Donc ça c'est très pratique, par exemple si on revisionne une vidéo a posteriori du cours, et qu'on se dit, ah mince, là, ce point-là, je ne l'ai pas compris, j'ai pas trop envie d'envoyer un mail au prof pour lui poser une question. Juste on clique sur ce bouton et on obtient déjà un essai de reformulation qui peut peut-être aider les deux. Ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez remonter à l'enseignant les passages qui ont fait l'objet d'une... Tout à fait, oui, mais tout à fait, ça c'est effectivement une perspective d'amélioration, encore une fois, qu'on n'a pas exploré ici, parce que c'est plus quelque chose de développement logiciel classique, plutôt un peaufinement qu'on pourrait apporter à la plateforme. D'ailleurs, je pense que même si c'est destiné à des étudiants, il y a toute une réflexion à mener pour que ça donne, à l'enseignant une plus grande agilité. En fait, c'est ça qu'on appelle l'évaluation formative. C'est une évaluation qui doit aider l'enseignant à améliorer son enseignement. Alors normalement, c'est à la volée, mais comme c'est un outil asynchrone, néanmoins, ce serait super intéressant pour un enseignant de savoir quels sont les passages qui sont le plus regardés, qui donnent lieu à des explications, les questions qui ont été, etc. En fait, parce que vous avez la donnée, en fait, vous pouvez vraiment faire bénéficier l'enseignant. Et ce serait bête de ne pas s'en servir, oui, tout n'est-il pas. Après, si on revient sur la page du catalogue, du coup, on peut voir un petit peu la dernière fonctionnalité. Donc là, on retrouve le titre et la description qu'on a vu dans l'écran précédent, c'est le même, et donc c'est toujours ces métadonnées qui ont été générées par l'IA. On voit en plus en dessous un thème, une difficulté et un format pour chaque cours. Donc ce qu'on a appelé format, c'est peut-être pas hyper clair, est-ce que c'est un cours, est-ce que c'est une interview, est-ce que c'est une conférence, etc. Par lesquels après on peut filtrer la liste des vidéos pour trouver plus facilement exactement ce qu'on cherche. L'idée derrière toute cette génération de métadonnées, c'est de faciliter en fait le travail du prof, qui n'a pas à aller se creuser la tête, chercher exactement la bonne catégorie, et surtout lui permettre de faire ça pour une ingestion de données en masse. Par exemple, s'il a 200 vidéos de différents cours qui ne sont absolument pas classées, il peut toutes les mettre dans l'outil et les métadonnées seront générées automatiquement. Comment la difficulté est-elle appréciée? C'est magique. Je vais aussi rebondir sur la remarque de monsieur, parce que c'était
dit de différentes manières pendant vos questions. Donc je veux juste dire que là la matière elle est là et c'est pas de la matière première mais je dirais c'est de la matière prête. Donc il suffit de l'utiliser, les informations ils sont là. Donc je crois que une fois c'est hébergé, c'est inclus dans un site par exemple de FAL, bah, les informations ils sont là, il suffit de les collecter, de les bien utiliser. Après tous les outils de monitoring sont là pour avoir un suivi général de la classe, etc. Donc je crois voilà pour la démo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Des questions. Et merci.